Lorsqu'on découvre Santiago du Chili, mieux vaut ne pas se fier à sa première impression. Située au pied de la chaîne des Andes, cette agglomération de 7 millions d'habitants est souvent recouverte d'un smog épais qui la prive de soleil, lui donnant une apparence froide et minérale. Mais à qui sait s'attarder, la capitale chilienne révélera un charme singulier, combinant ses origines amérindiennes et européennes. Le métro de Santiago facilite les déplacements. Son réseau de 140 km est le plus étendu d'Amérique du Sud et plus de 2,5 millions de voyageurs l'empruntent chaque jour. L'architecture européenne domine le centre de la capitale. Ainsi, le palais de la Moneda, construit par le gouvernement colonial espagnol pour y frapper la monnaie, est depuis 1845 le siège de la présidence de la République. L'histoire de la Moneda est tragique. En 1973, le palais fut en partie détruit lors du coup d'État militaire dirigé par le général Pinochet. C'est dans ces murs que le président Salvador Allende se suicida sous les bombes de l'aviation putschiste. Pendant 17 ans, le général Pinochet imposa au Chili une dictature militaire soutenue par les États-Unis jusqu'au retour de la démocratie en 1990. Sur la place d'Armes, le cœur historique de Santiago, ce monument d'Enrique Villalobos est dédié au peuple autochtone du Chili. À l'extrémité opposée de la place, c'est le colonisateur des peuples amérindiens qui est honoré, le conquistador Pedro de Valdivia, fondateur de la ville de Santiago. Ce n'est qu'en 1826 que le Chili déclara son indépendance, après 3 siècles de domination espagnole. L'ancien palais colonial de l'Audience royale est aujourd'hui le musée historique national du Chili. La cathédrale de Santiago a été détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre. Son aspect actuel remonte à la fin du XIXe siècle, tout comme le bâtiment de la poste centrale, de style néoclassique français. La place d'Armes est un lieu de promenade très fréquenté, où l'on vient flâner et se détendre. La grande pharmacie Cruz Verde est un autre exemple de bâtiment d'inspiration européenne. La Casa Colorada, une ancienne demeure coloniale, abrite aujourd'hui le musée d'histoire de la ville de Santiago. Dans cette rue piétonne, des stands accueillent les adeptes des pratiques divinatoires. Le Mercado Central abrite de nombreuses marisquerías, où l'on sert à toute heure poissons et fruits de mer. La structure métallique du marché a été forgée dans l'Angleterre industrielle du XIXe siècle, puis elle a été transportée par bateau à Santiago. Le musée des Beaux-Arts est la réplique du Petit Palais de Paris. La promenade du parquet forestal est jalonnée de statues. Ce buste de Jean-Sébastien Bach est une œuvre du Chilien Lorenzo Dominguez. Aux rondeurs de ce cheval, on reconnaît le style de son sculpteur, le Colombien Fernando Botero. Le Cerro Santa Lucia est un site historique. C'est au pied de cette colline que Pedro de Valdivia fonda la ville de Santiago en 1541. Le Castillo Hidalgo, ancien bastion de défense, est aujourd'hui un centre de loisirs. Avec ses théâtres, centres culturels, cinéma, librairies et galeries d'art, le quartier de l'Astaria est aujourd'hui très en vogue à Santiago.
l'hôtel Cumbres Lastaria arbore une façade contemporaine conçue par l'architecte Rodrigo Errázuriz. Et pour conclure cette promenade à Santiago, je vous propose un spectacle insolite. Devant le centre culturel Gabriela Mistral, c'était l'entraînement des Queens of Twerk. De Santiago, nous faisons route vers le Pacifique pour rejoindre la vallée du paradis, Valparaíso. Les funiculaires sont une des attractions les plus célèbres de la ville. La fonction de ces ascenseurs, comme on les appelle localement, n'est pas que pittoresque. Ils permettent en effet de relier la ville basse aux collines qui encadrent la baie de Valparaíso et sont ainsi un moyen de transport efficace, emprunté par 4 millions de passagers chaque année. L'ascenseur de l'artillerie escalade la colline du même nom depuis 1893. Avec ses 175 mètres, c'est l'un des plus longs de Valparaíso. À la fin du XIXe siècle, Valparaíso était le plus important port marchand sur les routes maritimes qui reliaient les océans Atlantique et Pacifique, en passant par le Cap Horn ou le détroit de Magellan. La ville se développa rapidement, attirant en masse les immigrants européens. On l'appelait alors la perle du Pacifique. Mais c'est l'entrée en service du canal de Panama, en 1914, qui porta un coup sévère au port et signa la fin de son âge d'or. De nos jours, l'activité maritime reste soutenue. Les frégates militaires, bateaux de pêche et les porte-containers perpétuent la réputation du port de Valparaíso. Inauguré en 1883, l'ascenseur Concepción est le plus ancien funiculaire de la ville. Ses cabines progressent sur une pente à 46 degrés. Valparaíso compte encore une quinzaine de ces funiculaires qui bénéficient du statut de monument historique. Le Cerro Concepción est un haut lieu du street art qui s'est énormément développé depuis quelques années. Sous la dictature de Pinochet, c'était un moyen risqué de se rebeller contre le couvre-feu imposé par les militaires. Aujourd'hui, le gouvernement local favorise la culture de l'art urbain. Il en fait la promotion et n'hésite pas à commander des œuvres aux artistes du monde entier qui contribuent à donner à la ville une atmosphère unique. La meilleure façon de découvrir la ville, c'est de se perdre dans son labyrinthe de ruelles et d'escaliers qui serpentent sur les pentes des cerros, de se laisser séduire par l'ambiance décontractée et les maisons colorées qui font le charme de celle qu'on appelle Valpo. Depuis 2003, Valparaíso est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, tant pour le caractère exceptionnel de son site naturel que pour sa richesse architecturale. L'hôtel de la Reine Victoria est le siège de la compagnie sud-américaine des vapeurs, borde la place Sotomayor, au cœur du Barrio Puerto.
Ce bâtiment d'inspiration néoclassique française est le siège de l'état-major de la marine chilienne. Ce monument commémore la bataille d'Iquique, un épisode de la guerre du Pacifique qui opposa à la fin du XIXe siècle le Chili à la Bolivie. La défaite de la Bolivie lui fit perdre sa seule façade sur le Pacifique, le pays se retrouvant depuis lors enclavé dans les Andes. L'ascenseur Reina Victoria a le trajet le plus court et le plus raide de tous les funiculaires de Valparaiso. Il gravit le Cerro Alegre en une trentaine de secondes, sur une pente inclinée à 52 degrés. Depuis 1897, le clocher de l'église luthérienne de Valparaiso domine le Cerro Concepción. Les deux collines de Cerro Alegre et de Cerro Concepción forment un même quartier, planifié et développé au XIXe siècle par les immigrants allemands et anglais. De nos jours, on compte également quelques immigrants français. Ici, c'est un escalier piano qui dévale la pente pour aboutir rue Beethoven. Sur le Cerro Alegre, le palais Baburiza, construit en 1916, porte le nom de son deuxième propriétaire, le magnat du salpêtre Pascual Baburiza. C'est aujourd'hui le siège du musée municipal des Beaux-Arts de Valparaiso. Un peu plus loin, le Paseo Atkinson est une promenade à ne pas manquer, tant pour ses charmantes maisons colorées que pour le superbe panorama qu'il offre sur la baie de Valparaiso. En contrebas, un groupe de maisons est orné d'une fresque géante réalisée par Inti, un street artiste chilien qui exerce dans le monde entier. Au-delà, la baie se prolonge jusqu'à la grande station balnéaire de Viña del Mar. Après un peu plus de 2 heures de vol depuis Santiago, nous sommes arrivés à Calama. De là, par la route 23, il nous reste une centaine de kilomètres à parcourir pour parvenir à San Pedro de Atacama. Au loin, le cône du volcan Licancabur culmine à près de 6000 mètres. San Pedro lui-même se situe à 2400 mètres, ce qui va nous permettre de nous acclimater progressivement à l'altitude avant de poursuivre vers l'altiplano à plus de 4000 mètres. Quelques ruelles, bordées d'échoppes, constituent le cœur touristique de San Pedro. La ville compte un peu moins de 6000 habitants. La charmante église de San Pedro, construite en adobe, a été fondée en 1743. À 6 km au sud de San Pedro de Atacama
Toulor est l'un des plus anciens sites archéologiques du nord du Chili. Installé il y a 2500 ans, le village était situé dans une oasis alimentée par la rivière San Pedro. Il regroupait environ 150 personnes et était composé de structures circulaires interconnectées, chacune étant dévolue à une fonction spécifique. 7% seulement du site ont été dégagés par les fouilles archéologiques. Une hypothèse de reconstitution permet de visualiser l'aspect probable de ces habitations primitives. Leur forme arrondie permettait de mieux résister au séisme et au vent. Le toit était constitué de feuillage environnant et les poutres reliées entre elles avec du cuir de camélidé. Le village a été abandonné vers l'an 500, suite à l'avancement des dunes et à l'assèchement de l'oasis. À 2 km au nord de San Pedro de Atacama, la Pucará de Quitor a été construite au XIIe siècle. Cette forteresse avait pour fonction de protéger les villages grâce à sa situation panoramique surplombant la vallée. En 1540, le conquistador Francisco de Aguirre livra ici une bataille sanglante à l'issue de laquelle il fit massacrer 300 Indiens. La vallée de la Lune est un des sites naturels les plus spectaculaires du Chili. Elle appartient à la réserve nationale Los Flamencos. Cette formation géologique remonte à plusieurs millions d'années. Elle résulte des transformations profondes de la croûte terrestre produites par plissements successifs du fond du lac du Salar de Atacama. En plus d'une teneur élevée en sel, les formations rocheuses comprennent des couches de chlorate, de borate, de calcium et d'argile.
Aujourd'hui, nous partons à la découverte du plus grand désert de sel du Chili, le salar d'Atacama. En chemin, nous franchissons la ligne symbolique du tropique du Capricorne. Le salar s'étend au sud de San Pedro d'Atacama, sur une superficie de 300 000 hectares, à 2300 mètres d'altitude. Le salar est enserré dans la dépression andine qui sépare la cordillère de Domeyko à l'ouest et la cordillère des Andes à l'est. Le sel provient de l'évaporation des eaux, apportée par l'infiltration des précipitations qui tombent sur la chaîne andine. Le dépôt de sel est cimenté par les poussières, amenées par le vent du désert. Le salar d'Atacama est une richesse pour le Chili. Il renferme 40% des réserves mondiales de lithium. La lagune Chaxa est l'habitat des flamants roses. Ces oiseaux se nourrissent par filtrage. Leur bec, utilisé à l'envers, leur permet de séparer la boue et la vase des aliments qu'ils consomment. Le flamand se nourrit d'Artemisia salina, un petit crustacé. Certains se souviennent peut-être des Piffies, distribués dans Pif Gadget dans les années 70. Il s'agissait d'eux, d'Artemisia salina. La vocette des Andes se reconnaît à son bec fin et recourbé vers le haut. Le bécasseau de Berde se nourrit d'insectes et de crustacés qu'il trouve en grattant la vase. Le pluvier de la puna porte une sorte de petit bonnet noir. On ne rencontre cet oiseau qu'au Chili, en Bolivie, au Pérou et en Argentine. C'est en vol que le plumage des flamants roses est spectaculaire. Alors qu'au sol, l'oiseau apparaît presque entièrement rose pâle, lorsqu'il prend son vol, on a la surprise de découvrir des ailes d'un rose vif, largement bordées de noir. Noche grande y estrellada, souvenir d'un dernier bain. Laissez-moi danser encore una milonga, donde te vas cuando los pies quedan quietos. Milonga llora y se va cuando los pies quedan quietos. Milonga llora y se va. En poursuivant notre route vers le sud, nous faisons halte dans le petit village de Socaire. Son église, bâtie de pierre et d'adobe, remonte à l'époque coloniale hispanique. Moonlight will fall. Winter will end.
harvest will come. Your heart will mend. La route traverse des étendues de Para brava, qu'on appelle aussi ichu. Cette graminée supporte le climat aride de l'altiplano et on l'emploie comme fourrage pour les camélidés. La vigogne est le plus fin et le plus élancé des camélidés. Sa laine est très recherchée car elle est constituée de fils extrêmement fins qui permettent de tisser une étoffe de haute qualité, procurant une excellente isolation au froid. Mais la vigogne est réfractaire à la domestication et la loi interdit de la chasser. Alors pour assurer des ressources aux paysans de l'altiplano, des vigognes sauvages sont régulièrement capturées pour être tondues avant d'être relâchées. Chaque animal ne produisant qu'entre 150 et 225 grammes de laine par an, sa toison vaut plus cher que l'or, ce qui expose les vigognes au braconnage. À une centaine de kilomètres au sud de San Pedro de Atacama, nous atteignons la lagune de Miscanti, située à 4120 mètres d'altitude. Au nord, la lagune est bordée par le volcan Miscanti. Au sud se dresse le volcan Miniques. Love the cold, love the way you're waiting, I love your kind patience. La formation de la lagune remonte à 1 millier d'années. Elle résulte de l'éruption du volcan Miniques, dont la lave fit barrage aux eaux qui se déversaient auparavant vers le salar d'Atacama. Did you think I'd leave you here forever? Oh no, no, no. Le vent violent rend la température glaciale. En hiver, elle descend jusqu'à moins 30 degrés et la lagune gèle. The longing dust waved as the moon, but lost him soon, lost him soon. Dust and water, water and dust, water and dust. La petite lagune de Miniques est née d'une coulée de lave qui la séparait de la lagune de Miscanti. La vigogne s'accommode de vivre en très haute altitude, jusqu'à 5500 mètres. Son cœur et ses poumons se sont surdéveloppés pour faire face à la raréfaction de l'oxygène et son pelage est le plus chaud qui soit pour affronter les basses températures. Sur la route du retour vers San Pedro, nous faisons halte dans le village de Toconao. L'église San Luca, bâtie en 1750, est classée monument national. Bien loin de la réputation qu'il doit à Tintin, le lama n'est pas agressif. Il n'utilise son fameux crachat, une régurgitation gastrique, qu'entre congénères, ou bien lorsqu'il est aux abois. Située à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de San Pedro de Atacama, la vallée de l'Arc-en-Ciel
vallée del Arco Iris en espagnol, est un véritable paradis pour les géologues. Cette vallée tient ses couleurs riches et variées de la forte teneur en minéraux dont les strates affleurent à la surface suite aux bouleversements liés à l'activité volcanique et tectonique de la cordillère de Domeico. Les tons verts proviennent de l'oxyde de cuivre, les différentes nuances de rouge, de l'argile et du fer, le blanc de la calcite et du carbonate de calcium, et l'ocre de la pyrite. La vallée de l'Arc-en-Ciel présente un autre atout. Elle est peu fréquentée en comparaison des grands sites de l'Atacama. Nous-mêmes ne l'avons visitée qu'à l'improviste, pour avoir dû renoncer à la visite des célèbres geysers de Tatio, fermés temporairement suite à la chute mortelle d'une touriste imprudente. En poursuivant notre route, nous longeons le canyon du Rio Grande. Santiago de Rio Grande semble figé dans le temps. Ce village était autrefois un lieu de passage des caravanes qui commerçaient entre San Pedro de Atacama et Chuchu, situé plus au nord. À l'époque préhispanique, le site de Yarbas Buenas était une étape pour ces caravaniers. Les marchands prirent l'habitude d'y graver les traces de leur passage. De nos jours, chacun s'efforce de reconnaître les animaux représentés sur ces rochers. Ce cactus est surnommé le coussin de belle-mère. Nous quittons San Pedro de Atacama par la route 27, en direction de la Bolivie. Le poste frontière de Itocaron se situe à 4629 mètres d'altitude, au pied du volcan Juriques. Dans cette région du sud Lipèze, nous voyagerons entre 4000 et 5000 mètres. À cette altitude, le taux d'oxygène dans l'air diminue de plus de 40%. La piste qui traverse le sud Lipèze s'appelle la route des Joyaux. Elle doit ce nom à la couleur des lagunes qui la bordent. La Laguna Blanca est un lac salé
qui s'étend sur un peu plus de 3 km² et dont la profondeur maximale n'est que de 50 cm. Inside's the closest we can get. Hurts because we're sick. So we'll hold La Laguna Blanca n'est séparée que par une mince bande de terre de la Laguna Verde, dans laquelle elle s'écoule via un petit cours d'eau. La couleur de la Laguna Verde provient d'une forte concentration en cuivre dans ses sédiments. we're scared. I want you, then no one tread water than to drown. I want you, then no one tread water than to drown. Drown, to drown, to reason that we fix is because Au bord de la Laguna Salada, des bassins permettent de se baigner dans des eaux à 38 degrés. On les appelle les thermes de Polques, et leur richesse en minéraux donnerait à ces eaux des vertus relaxantes et thérapeutiques. Sur la rive de la Laguna Salada, nous retrouvons la Gaviota andina, la mouette des Andes. Elle vit en colonie au bord des lacs d'altitude. À la saison des amours, la tête de la mouette adulte est recouverte d'un capuchon noir. Le reste de l'année, sa tête est blanche. La Laguna Salada est en fait le bassin versant du grand salar de Chalviri. Quelques kilomètres plus au nord, le soleil du matin, El Sol de Mañana, est un champ de geyser situé à 4850 mètres d'altitude. La prudence s'impose en visitant cette zone de forte activité géothermique. Au milieu des geysers, des fumerolles et des mares de boue bouillonnante dont la température varie entre 80 et 200 degrés. La spectaculaire Laguna Colorada doit sa couleur rouge à des sédiments et au pigment d'une algue microscopique, la Dunaliella salina. La lagune n'est profonde que de 35 cm. C'est un des principaux sites de reproduction des flamants roses que l'on dénombre par milliers dans ces eaux riches en minéraux. like an orange, preserved like fruit, a sensual egg, super. La couleur de la lagune varie selon les saisons et les heures. Elle passe des multiples tons de l'orange au rouge grenat. Like an orange, body atlas, like a velvet peach. Face au vent violent et glacial,
les flamants roses ont appris à marcher en crabe. and the history of the world at your fingertips. Supernature on a superhighway. I'm feeling like an orange. Sun spinning in turn unturned, spitting orange pips in frenzy. A world inside the sea, unseen, unsure, like supernature, superhighway. I'm feeling like an orange. The starling sings. Après la Laguna Colorada, la piste conduit jusqu'au désert de Siloli, parsemé d'énormes blocs rocheux dont les formes ont été sculptées par le vent depuis des milliers d'années. Everything seen once before. Look in your garden when you find a red flower. Something in, something good in the garden. I'm feeling like an orange. Bien que le nom de Laguna Honda signifie lac profond, l'eau n'est haute que d'une dizaine de centimètres, ce qui lui vaut cette nuance de bleu très particulière. Unpeel it like an orange. Preserve like fruit. A sensual ache. Supernature on a superhighway. Everything seen once before. Look in your garden. Ce soir, nous faisons étape au bord de la lagune Hedionda, ce qui nous permet d'observer l'activité des flamants roses. Something in, something good in the garden. Empty now, will flower and flower and like an orange. L'écolodge Los Flamencos sera notre refuge pour la nuit, à 4120 mètres d'altitude. Like an orange. Le lendemain matin, les flamands ont migré vers la rive opposée de la lagune. Ils finissent leur nuit en dormant debout, la tête blottie sous une aile. Des fumerolles s'échappent en permanence du volcan Oliagüe, mais sa dernière éruption remonte à plusieurs milliers d'années. Le nandu est le plus grand oiseau d'Amérique. Il peut courir jusqu'à 50 km/h et dans les Andes, on l'appelle suri. Pour remonter vers le nord, la piste longe le salar de Chiguana, à 3650 mètres d'altitude.
La voie ferrée sert au transport des matières premières extraites du salar. Dans le village de San Juan de Rosario, nous allons découvrir l'étonnante nécropole archéologique des seigneurs de Lipès. Cette nécropole, qui n'a pas d'équivalent dans le monde andin, est composée de chulpas, des tombes creusées dans le tuf volcanique. Dans chaque chulpa reposait un dignitaire, auquel on avait laissé divers ustensiles et textiles. Ces tombes remontent à la période pré-Inca, entre 1250 et 1450 de notre ère. Le salar de Uyuni est l'un des sites les plus spectaculaires de Bolivie. Il s'étend à 3600 mètres d'altitude sur plus de 10 000 km², soit la superficie du Liban. C'est l'assèchement du lac préhistorique Tauca, il y a 14 000 ans, qui a donné naissance à cette croûte de sel, la plus vaste du monde. Sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, le sel est déposé en couches successives, séparées par des sédiments lacustres. En surface, il est découpé par le vent et l'évaporation de l'eau qui recouvre le salar à la saison des pluies. Au milieu du salar, l'île de Incahuasi est constituée de corail. Elle est recouverte de cactus géants qui peuvent dépasser 10 mètres. Les salars sont une ressource majeure pour la Bolivie. Ils renferment la moitié des réserves de lithium de la planète et on y trouve d'énormes quantités de bore et de potassium. Le bois de ces cactus géants, appelés cardones, est utilisé dans la construction des bâtiments. On en fait aussi des portes et des meubles. Entre décembre et mars, le salar est régulièrement inondé pendant quelques semaines. L'épaisseur de l'eau dépasse rarement les 10 cm, mais comme le salar est plat, il est inondé sur toute sa surface, ce qui en fait le plus grand miroir du monde. Idéalement, il faudrait visiter le salar d'Uyuni 2 fois, à la saison sèche et à la saison des pluies. Avec sa surface absolument plate, le salar de Uyuni est aussi le terrain de jeu idéal pour les photographes, pour y créer, selon la saison, miroirs géants, perspectives trompeuses et ombres jusqu'à l'infini. Situé au nord du salar de Uyuni, le village de Jirira fut un lieu de résistance aymara à l'invasion inca. Son église date de l'époque coloniale. Un peu plus loin, nous faisons halte à Salinas de Garcí Mendoza, une petite ville de 12 000 habitants, située à 3700 mètres d'altitude. On la surnomme la capitale du quinoa, en raison de la culture intensive de cette plante dans la région. La piste descend ensuite vers le salar de Coipasa, que l'on aperçoit au loin. C'est une sorte de petit frère du salar d'Uyuni,
né comme lui de l'évaporation il y a des milliers d'années du lac préhistorique Tohoka. Au sortir du salar de Coipasa, nous quittons la Bolivie pour rentrer au Chili, par le poste frontière de Colchane. Isluga, au Chili, est un village aymara, au cœur du parc national du volcan Isluga. Il est typique des bourgs de cette région isolée, avec ses constructions en terre et sa jolie petite église blanche. Plusieurs espèces d'oiseaux fréquentent les zones humides au pied du volcan Isluga. Des fumerolles s'échappent du volcan Isluga, dont la dernière éruption significative remonte à 1913. La route longe le cours de la rivière Isluga. Une troupe d'alpagas broute l'herbe qui pousse dans la rivière. Plus petit que le lama, l'alpaga ne peut pas être utilisé pour le portage. On l'élève pour sa viande et pour sa laine, car c'est le plus touffu des camélidés. L'église de Santa Flor de Parajala se situe à 4260 mètres d'altitude. Les rares villages de cette région ont été abandonnés depuis longtemps. Seules les églises continuent d'être entretenues pour échapper à la ruine. Un peu plus loin, c'est la charmante église de Parajala Villacolio qui fait face au volcan Isluga. Au sortir du parc national d'Isluga, la piste s'élève pour franchir un col à 4740 mètres d'altitude, puis redescendre vers le salar de Surire. Notre passage a perturbé ce Nandu mâle et surtout sa nombreuse progéniture. Car chez les Nandu, c'est le mâle qui s'occupe des jeunes jusqu'à l'âge de 6 mois. Et ce n'est pas une mince affaire quand on a 8 petits à surveiller, dont l'éternel retardataire qui mettra un peu de temps pour rejoindre sa famille.
Fort heureusement, Papa Nandou est patient, et nous aussi bien entendu. Le salar de Souriret est un fragile écosystème de lagunes saumâtres, alimenté par 2 rivières salées. La vigogne est adaptée à cet environnement. Elle est l'un des rares animaux à pouvoir boire de l'eau salée. Ce lagon, aux couleurs tropicales, ce sont les thermes de Poloquérès. Cette piscine naturelle est alimentée par une source chaude qui porte la température de l'eau dans le lagon à environ 60 degrés. Les eaux des thermes de Poloquérès étant concentrées en minéraux, elles ont la réputation d'être revitalisantes. Pourtant, nous n'avons pas trouvé le courage de nous baigner, car un vent glacial parcourait la lagune. À Souriret, la piste ne traverse pas le salar, elle le contourne en longeant sa rive ouest. La vizcacha appartient à la même famille que le chinchilla. C'est un animal placide auquel ses lourdes paupières donnent un air un peu endormi. Les vizcachas vivent en colonie, jamais très loin de leur terrier. Mais celles-ci étaient habituées à la présence humaine car elles vivaient à proximité du refuge de la CONAF, l'équivalent chilien de l'ONF. À Castillejouma, on extrait le borax du salar de Souriret. Le borax est un sel minéral alcalin utilisé dans l'industrie du verre et de la céramique, dans la blanchisserie, la métallurgie, l'électronique et même le nucléaire. Le Guallatiri est un volcan actif dont le sommet s'élève à 6060 mètres. Sa dernière éruption remonte à 1960. Dans ce troupeau qui traverse la rivière, vous savez désormais distinguer les lamas des alpagas. Situé à 4570 mètres d'altitude, le lac Chungara est l'un des plus hauts lacs du monde. Une longue file de camions y attend pour passer la frontière, depuis la Bolivie vers le Chili. Nous sommes dans le parc national Lauca, où la faune et la flore sont protégées.
Depuis la rive du lac Chungara, le panorama s'étire entre les volcans du Kwisi-Kwissini à la pointe du Nevado Sarama, dont le sommet se dresse à 6542 mètres, jusqu'aux superbes cônes du Parinacota. Chez les foulques géantes, qui ont pour particularité de faire leur nid sur le lac, l'humeur est parfois belliqueuse. Cette mouette des Andes a appris à améliorer son ordinaire au contact des humains. Au pied du volcan Parinacota, les îles parsemant la lagune de Kota Kotani sont en fait des protubérances de lave. En contrebas du volcan Taapaka, la petite ville de Poutré sera notre étape pour la nuit. De Poutré, nous avons entamé notre descente vers l'océan Pacifique pour un dénivelé de 3500 mètres. En chemin, nous faisons halte dans le village de Socoroma, dont les collines sentent bon l'origan, cultivé en terrasse. D'origine aymara, le village fut longtemps occupé par les Espagnols, car il était situé sur l'axe menant aux mines d'argent de Potosi, en Bolivie. L'église de San Francisco, récemment restaurée, a le charme modeste des églises andines. La forteresse de Copaquilia, dont le nom quechua signifie poudre de couleur cendrée, a été construite au XIIe siècle à des fins défensives. Cette pucara protégeait le canyon situé en contrebas, où vivait la population, ainsi que les terrasses qui y étaient cultivées. Lorsque l'ennemi arrivait, souvent inca, la population se réfugiait derrière la double muraille de la forteresse. Cette pucara est aujourd'hui classée monument national du Chili. La route numéro 11 est un long toboggan de bitume, surtout emprunté par les camions, qui transitent entre le port chilien d'Arica et la Bolivie. Construite à la fin du XIXe siècle, l'église de San Geronimo de Poconchile fait partie d'un groupe de 7 églises historiques de l'Altiplano, postulant à un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cet environnement aride, la vallée de la rivière Liuta est une oasis de champs cultivés et de pâturages verdoyants. Au-dessus de la ville d'Assapa,
Ces géoglyphes datent de la période Inca. Ils représentent une caravane de lamas précédée par 2 danseurs. Ils ont été préservés depuis des siècles en raison de l'aridité exceptionnelle de cette région où il ne tombe que moins d'1 millimètre de pluie chaque année. À l'issue de notre longue descente depuis l'altiplano, nous voici de retour au bord de l'océan Pacifique, dans la ville d'Arica, surnommée la cité de l'éternel printemps, en raison de son climat sec et tropical. Au sommet du Morro de Arica, ce monument célèbre le retour à la paix entre le Chili et le Pérou, après la guerre du Pacifique au XIXe siècle. Avant ce conflit, la ville d'Arica appartenait au Pérou. Ces plages font d'Arica une destination touristique populaire. Mais c'est surtout le port qui génère une activité économique importante. Il assure le trafic des marchandises pour le nord du Chili et pour la Bolivie. La cathédrale de San Marcos mérite une anecdote. Son armature de fer a été fabriquée par les ateliers de Gustave Eiffel. Elle fut ensuite acheminée par bateau à Arica pour y être inaugurée en 1876. Sur le port d'Arica, on ne trouve guère de mouettes ou de goélands. Ici, ce sont les pélicans qui sont omniprésents. Ils se sont quasiment appropriés le marché aux poissons. Les otaries se montrent aussi opportunistes que les pélicans en profitant du tri de la pêche du jour. C'est donc à Arica que s'achève notre voyage dans le nord du Chili et sur l'altiplano bolivien. De retour à Santiago, un vol de 3700 km au-dessus de l'océan Pacifique nous conduira vers notre prochaine destination mythique, l'île de Pâques.